Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, avant de commencer, je vous informe que cette visioconférence va être enregistrée. Donc, elle sera enregistrée dans le but de pouvoir la diffuser en replay pour ceux et celles qui souhaiteraient la revoir et puis éventuellement la partager. Donc, tout d'abord, la RACTTT vous remercie pour votre participation donc, à cette deuxième visioconférence organisée par la RACT dans le cadre de la 17e édition de la SQVT, donc la Semaine pour la qualité de vie au travail. Donc, la SQVT qui se déroule cette semaine du 15 au 19 juin sur la thématique de la crise sanitaire que nous traversons en ce moment, la crise Covid, et qui s'intitule « Première leçon d'une crise ». Donc, l'objectif, de façon plus large de cette 17e édition, qui est une spéciale, est de débattre en fait des premiers enseignements de la crise liée au coronavirus en matière de conditions de travail. Donc, compte tenu du contexte sanitaire, c'est une édition qui se tient via des supports et des formats adaptés, donc par le biais de visioconférences comme aujourd'hui, de webinaires, de vidéos, de podcasts. Donc, vous pouvez retrouver et découvrir l'ensemble du programme de la SQVT sur le site, un site internet dédié à la SQVT, semaineqvt.anat.fr. Voilà. Donc, vous verrez tout un tas de webinaires, de podcasts sur les problématiques de télétravail contraint, de prévention, etc., de management, etc. Donc, aujourd'hui, la thématique de la visioconférence de cet après-midi s'intitule « Coronavirus, Covid-19 et documents uniques, importance de le mettre à jour ». Et elle s'inscrit en fait, cette visioconférence, dans la continuité d'un certain nombre d'actions qui ont été menées tout au long du confinement et qui continuent. Donc, des actions menées à l'initiative de la Diète et des partenaires sociaux, et notamment la mise en place durant le confinement et l'animation de groupes de travail sectoriels. Donc, l'objectif de ces groupes de travail sectoriels était, donc, durant le confinement, d'élaborer un certain nombre d'outils, notamment des guides de préconisation pour permettre aux secteurs concernés de poursuivre leur activité en toute sécurité. Donc, en plus de cet objectif de production de livrables, ces groupes de travail avaient aussi pour objectif de permettre aux partenaires sociaux, de permettre aux institutionnels d'échanger. Donc, ça a été un moment fort d'échange, d'écoute, avec notamment la participation active des services de santé au travail, de la direction des risques professionnels, de la CGSS et de l'unité de contrôle de la Diète. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux intervenants. Donc, tout d'abord, M. Marimoutou Miguel de la direction des risques professionnels, qui va nous parler du document unique sur son aspect légal et réglementaire. Et dans un second temps, Madame Roselyne Martin-Vallée de la Diète va intervenir sur le rôle des IRP, les instances représentatives du personnel, dans justement l'élaboration, la mise à jour du document unique, donc plus sur l'aspect dialogue social. Alors, la deuxième partie de cette visioconférence sera consacrée à des échanges, donc des échanges avec vous, donc vous, salariés, représentants du personnel, employeurs. Et ce sera l'occasion donc pour nos experts et les autres experts qui participent de répondre à vos questions, à vos interrogations et de vous apporter un certain nombre d'éclairages sur la thématique du document unique, notamment de sa mise à jour, de son importance de le mettre à jour dans le cadre de ce risque sanitaire lié au coronavirus. Alors, juste avant de passer la parole à monsieur... Alors, il y aura aussi, excusez-moi, un partage d'écran. Donc, les intervenants ont préparé des supports donc, que je vais partager avec vous et que vous pourrez suivre en même temps que leurs interventions. Et juste avant de laisser la parole à monsieur Marimoutou et à madame Martin-Vallée, donc quelques règles de bon fonctionnement pour optimiser la visioconférence. Alors, coupez votre micro. Donc, merci de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas.
Et merci aussi de lever la main quand vous souhaitez intervenir, prendre la parole, poser une question, afin de me permettre de gérer la répartition des questions, etc. Donc, je vais noter un certain nombre de noms et à ce moment-là, on va pouvoir échanger en deuxième partie de visio. Voilà pour la petite introduction. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Marimoutou, donc, qui représente la direction des risques professionnels à la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale. Et c'est à vous, Monsieur Marimoutou. Je vais partager votre présentation. Voilà, merci. Alors, est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? Est-ce que vous voyez? Bon. Voilà, ok, très bien. Oui. C'est à vous, Monsieur Marimoutou. Je parlais, j'avais pas mis mon micro, excusez-moi. Donc là, je vais tout d'abord vous parler des aspects réglementaires du DU, hein, et la jonction qui est faite avec la mise à jour qui est liée principalement aux mesures gouvernementales sur le respect des gestes barrières, etc. Et à partir de là, vous allez retrouver les grands items pour pouvoir mettre à jour vos documents uniques. Alors, tout d'abord, vous pouvez passer à l'autre diapo. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le Code du travail est placé, l'articulation et j'ai envie de dire le squelette même de du Code du travail, enfin de la santé et sécurité, est lié à cet article, hein, qui demande à l'employeur de mettre en œuvre certaines mesures sur la base des principes généraux. Et tout d'abord, les deux principaux, il est demandé au chef d'entreprise d'éviter les risques et quand il ne peut pas les éviter, ça arrive qu'il les évalue, hein, afin de mettre en place des mesures de prévention. Troisième diapo sur l'aspect, toujours sur les obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'il est demandé qu'il évalue les risques pour la santé et la sécurité des salariés, ne serait-ce que dans la définition des postes de travail, des moyens de production, dans l'organisation même des collectifs de travail, dans l'utilisation des produits chimiques, etc. Et bien sûr, on arrive au fur et à mesure sur l'aspect de certains risques, comme le risque biologique. À partir de ça, il est demandé à l'employeur de mettre en place des actions de prévention suite à cette évaluation. Alors, 10 ans après, est apparu, par rapport à cette loi, un décret qui spécifie que le chef d'entreprise doit retranscrire, vous pouvez passer à la diapo suivante, le chef d'entreprise doit retranscrire les résultats de cette évaluation à une diapo d'avant. Non, c'était juste avant. C'est celle d'après, alors, excusez-moi. C'est celle d'après. Celle d'après. Voilà. Oui, j'ai, dans l'ordre du diaporama, il y a un souci. Donc 10 ans après, a apparu le décret du 5 novembre 2001 où le législateur demande à l'employeur de créer un document qui dit document unique, qui retranscrit les résultats de cette évaluation. Bien sûr, c'est une obligation réglementaire, donc même s'il n'y a pas, je n'ai pas encore entendu parler de sanctions pénales liées à l'absence de document unique, mais il est vivement conseillé aux entreprises d'élaborer ce document. Derrière, donc vous revenez sur la diapo d'avant. Voilà. Donc, par rapport à cette évaluation, il est demandé aussi au chef d'entreprise de former ses salariés, de leur donner les instructions nécessaires de manière à responsabiliser le salarié. C'est-à-dire, dès lors que le salarié est formé à la santé et sécurité, il a un devoir, une obligation de préserver sa santé ainsi celle des autres qui sont à côté de lui dans le collectif de travail.
Et dans le contexte de pandémie, ça revient à des sujets et des questionnements qui reviennent souvent sur dois-je dire à mon employeur que je suis ou j'ai été en contact avec des personnes positives au Covid? Eh bien oui, c'est une obligation. C'est une obligation d'informer l'employeur, bien sûr sous le sceau du secret médical, mais d'informer l'employeur sur justement cette exposition. Ensuite, donc, la diapo qui est en dessous, merci. Donc, dans le contexte de la pandémie, l'employeur doit donc, il y a un nouveau risque, donc forcément, l'employeur doit mettre à jour ce document. Aucun document unique, juste avant janvier, enfin mars ou avril, lors de cette pandémie, aucun document unique ne faisait mention, mis à part pour certains secteurs d'activité où le risque biologique existe, aucun document unique ne faisait référence à des mesures de prévention liées au COVID-19. C'est pourquoi, forcément, par rapport au diapo précédent où je vous ai présenté la responsabilité du chef d'entreprise, il y a une obligation réglementaire de mettre à jour ce document. Alors, toujours sur cette diapo, quand même, il ne s'agit pas dans le document de mettre effectivement la RAC, la DIECT et les services prévention travailler sur des fiches. Il ne s'agit pas de retranscrire mot à mot, du moins, les fiches au sein du document unique. Il faut quand même contextualiser la fiche parce qu'il y a effectivement des mesures barrières, des mesures de prévention collective ou individuelle, mais il faut contextualiser ce document. Pourquoi? Parce que le salarié va des fois être en contact avec des personnes extérieures à l'entreprise, que ce soit les clients ou les intervenants extérieurs. Le salarié peut être, pour une entreprise qui intervient dans une entreprise utilisatrice, il faut qu'il y ait une adéquation entre les propres mesures prises par l'entreprise extérieure et les mesures de prévention de l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est important. Diapo suivante. Alors, par rapport aux mesures gouvernementales, je rappelle qu'il y a un texte sur la mise en œuvre de certaines mesures liées au déconfinement que je pourrais vous faire parvenir peut-être ultérieurement. C'est un document qui est relativement lourd, donc il faut s'en imprégner et compte tenu du temps imparti, je ne pourrais pas vous le décrire complètement, mais globalement, par rapport au document unique, vous devez identifier les situations de travail qui à risque, hein, donc c'est-à-dire que lorsque vous recevez des clients, quelles mesures que vous mettez en place, lorsque vous allez chez des clients, quelles mesures que vous mettez en place, etc. Lorsqu'un salarié arrive, les salariés ils peuvent être en contact avec des personnes positives, donc il faut aussi mettre en place certaines mesures. Donc l'ensemble de ces mesures sont décrites dans ce plan de déconfinement. Ensuite, deuxième chapitre, donc mettre en place, donc le risque il est connu, le risque lié au COVID-19. Maintenant, quelles mesures organisationnelles l'entreprise va mettre en place? Il faut insérer justement ces mesures de prévention organisationnelle au sein du document unique. Donc, déjà, élaborer son plan de reprise d'activité ou son plan de continuité d'activité, voir s'il n'y a pas de modification de l'organisation pour les unités de travail. Il faut savoir que pour le COVID-19, il est demandé une jauge, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir, avant l'intervention du président, cette jauge était de 4 mètres par personne, 4 mètres carrés par personne. Aujourd'hui, elle redescend à 1 mètre. Bon, on ne va pas discuter sur ce changement, mais bon, disons que vous devez mettre en place des mesures organisationnelles pour garder les principes de distanciation. Derrière, il faut aussi pour les salariés du bâtiment, pour les entreprises du bâtiment, il faut réviser les plans généraux de coordination et les PPSPS, qui sont, je dirais, des documents uniques, mais type pour les chantiers, hein, pour vous laisser vous imaginer mon propos. Et bien sûr, les entreprises qui reçoivent des entreprises extérieures doivent mettre aussi à jour leur plan de prévention. Ensuite, alors, troisième mesure, ce sont les mesures de prévention technique. Alors là, on va tomber dans tout ce qui est protection collective, c'est-à-dire la mise en place des écrans, etc. Ça doit figurer au document unique. Les protections individuelles, les types de masques, les dotations de gel hydroalcoolique, de lingettes, de produits
virucides, etc., pour nettoyer les bureaux, les claviers d'ordinateur, les poignées de porte, etc. Tout ça doit figurer au sein du document unique. Et bien sûr, lorsqu'un salarié est en contact ou on soupçonne un salarié d'être positif, quelles mesures prendre, comment accompagner ce salarié. Et bien sûr, ce quatrième point, je vous invite à vous rapprocher, d'ailleurs pour l'ensemble des mesures, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin du travail, car c'est un acteur incontournable, et je dis incontournable, pour prévenir justement ces nouveaux risques-là. Donc, là, j'attends vos questions. J'ai essayé d'être rapide et concis. Donc, pour le document unique, faites votre plan de reprise d'activité sur la base des données gouvernementales et ensuite insérez les différentes mesures, que ce soit organisationnelles, mesures techniques, mesures de protection collective, au sein du document unique pour respecter ce que j'ai dit sur ma première diapo. Donc, voilà. Madame Yala, j'espère avoir obtenu le timing. Mais, oui, merci Monsieur Marimoutou pour cette première partie, hein, pour votre intervention sur le cadre légal et de façon plus concrète, plus opérationnelle sur les différentes actions que les entreprises doivent mettre en place en vue de la mise à jour de leurs documents uniques. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Martin-Vallée, qui, elle, va plutôt aborder l'aspect dialogue social dans le cadre de cette mise à jour. Donc, juste le temps que je partage sa présentation. Attendez, juste le temps que je partage sa présentation. Oula, je ne la retrouve pas, pourtant elle est sur... Alors, excusez-moi, juste le temps de partager sa présentation, je vais l'ouvrir. Voilà, partager l'écran, voilà. Voilà, c'est bon, tout le monde a le partage d'écran? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Donc, je vais aborder le rôle des représentants du personnel dans l'élaboration du document unique. Il sera surtout question du CSE, puisque les autres, les représentants, le nombre de représentants et le type de représentants ayant été simplifiés par l'ordonnance de 2017, donc il sera question ici du rôle du CSE. Les représentants syndicaux n'ayant pas beaucoup de voix dans ce chapitre-là. Donc, voilà. Donc, pour rappel, M. Marimoutou l'a rappelé, l'élaboration du document unique relève strictement de la responsabilité de l'employeur. Et donc, même si le CSE peut jouer un rôle, peut être associé, il n'est pas question d'un partage de responsabilité. Donc ça doit être très clair dès le départ dans l'esprit de tout le monde parce que la responsabilité pèse sur l'employeur. Donc si cette responsabilité pèse sur l'employeur doit absolument, à partir peut-être de l'évaluation des risques, mettre en œuvre une véritable politique de prévention parce que l'objectif, c'est de garantir le maintien de la santé de tous les salariés. Et donc, vous pouvez comprendre aisément, vu tous les risques qui peuvent être abordés dans une entreprise, risques physiques, risques technologiques, chimiques, biologiques, sanitaires, etc., que cette responsabilité ne peut pas peser sur une seule personne. Et donc, l'employeur a tout à fait intérêt à associer un certain nombre de partenaires à l'élaboration de ce document. Il est important aussi que l'ensemble des acteurs de l'entreprise s'approprient cette démarche-là. Et c'est pour ça que il serait bon aussi que la démarche d'évaluation des risques reste au sein de l'entreprise. Voilà. On va voir aussi que même si la loi pose certains principes,
curieusement, elle reste silencieuse quant à la consultation du CSE et à la participation du CSE dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Ça peut se comprendre aisément, ce silence de la loi, parce que, comme je vous l'ai dit, la responsabilité pèse sur l'employeur. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un texte qui le prescrit expressément que l'employeur doit écarter la représentation du personnel de l'élaboration du document unique. Donc, et l'employeur peut le faire parce que plusieurs textes donnent au CSE un rôle d'acteur dans la prévention. Et c'est à partir de ces textes-là qu'on considère que c'est un socle pour l'employeur. Il a des textes sur lesquels il peut s'appuyer pour donner au CSE une part active dans l'élaboration du document unique. Donc, non seulement on a ce socle qui est surtout contenu dans les articles L 23.12.5 à L 23.12.12 du Code du travail, mais aussi par le biais d'autres axes comme celui du rapport et programme de prévention des risques professionnels. On a aussi la consultation du CSE lorsqu'il y a un projet d'aménagement important. On a le droit d'alerte et on a les avis et contributions du CSE. Tous ces documents, tous ces axes permettent au CSE de prendre part à la démarche d'évaluation des risques. Ensuite, donc plus particulièrement en ce qui est du COVID, de la crise sanitaire. Donc, je crois qu'il faut profiter profiter le terme est peut-être vu les conséquences de... Roselyne, excuse-moi, Roselyne, Mais peut-être pas bien choisi, le micro, en tout cas. parce qu'on n'entend pas très bien. Vous n'entendez pas? On vous entend très bien. Pourtant, je parle très fort. Jusqu'où vous n'avez pas entendu? Est-ce que je reprends ou alors est-ce que je... Non? Est-ce que vous souhaitez que Madame Martin Vallée reprenne une partie de son intervention? Jusqu'où vous n'avez pas entendu, Monsieur Marimoutou? Les autres participants? On entendait, mais très faiblement. Donc, elle peut continuer, mais en se rapprochant du micro. D'accord. Donc, voilà. Donc, on abordait la participation du CSE dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, je disais que la crise sanitaire permet de donner au CSE une part active dans la réflexion et dans la démarche d'évaluation des risques. Toujours sur la base des textes généraux, hein, l'article L 23.12.8 qui prévoit la consultation du CSE sur tous les changements intervenant dans les conditions de travail, à partir de cette base juridique, le CSE peut devenir un acteur à part entière dans cette démarche-là. Et c'est bien justement pour favoriser le rôle du CSE dans cette démarche que le législateur a modifié les conditions de consultation du CSE en ce qui concerne spécifiquement le COVID-19 pour raccourcir un peu les délais de consultation et simplifier un peu les procédures de consultation du CSE. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a une ordonnance et un décret le 2 mai 2020 qui sont venus aménager les délais qui jalonnent la procédure d'information et de consultation du CSE. Voilà. Cela concerne notamment toutes les décisions qui ont un impact sur l'organisation du travail, hein, la prévention des risques, et bien évidemment, forcément, les moyens qui doivent être mis à la disposition. Donc, le CSE doit discuter dans ce cadre-là sur les mesures d'organisation prises par l'employeur, la prévention des risques professionnels en général, et aussi les moyens mis à disposition.
Et vous verrez que ça, dans le cadre du Covid, on va bien au-delà des risques professionnels habituels. Donc, on a aussi, cette réflexion peut concerner au-delà de l'élaboration du document unique. Cette réflexion va concerner tant le processus de poursuite d'activité de l'entreprise, qu'on appelle PCA, plan de continuité des activités, autant le processus de reprise de l'entreprise qu'on appelle plan de reprise des activités. Tous ces documents et toutes ces réflexions qui peuvent être menées en amont de l'élaboration et de la mise à jour du document vont servir de base pour l'actualisation du document unique. Voilà, donc je vous disais, donc le PCA et le PRA, donc plan de continuité des activités et plan de reprise des activités, ce ne sont pas des démarches qui ont été rendues obligatoires par le Code du travail. Vous allez chercher dans le Code du travail, vous n'allez jamais trouver plan de continuité des activités ni plan de reprise des activités. Par contre, cela a son intérêt parce que ça permet de mener cette réflexion en amont sur toutes les fonctions qui sont essentielles à la poursuite de l'activité et sur les manières d'aménager la reprise du travail. Ça peut être une reprise progressive. On est généralement dans le cadre d'une reprise progressive des activités. Et tous ces éléments vont venir alimenter le document unique. Et donc, je pense qu'il faut quand même attirer l'attention sur le fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas ce document PCA parce qu'à partir du moment où elles estiment que ce n'est pas obligatoire, elles ne vont pas dans cette réflexion et n'élaborent pas ce document. Mais ce que je veux dire, c'est que le Code du travail est quand même un document qui est conçu au niveau national et que nous sommes dans une région particulièrement exposée aux risques majeurs et que les entreprises ont tout à fait intérêt à aller dans la réflexion du plan de continuité des entreprises parce que nous sommes dans une région à risque et il faut absolument que les entreprises procèdent à cette réflexion, même si le Code du travail ne rend pas ces documents obligatoires. Voilà. Et donc, ces documents gèrent les risques qui sont générés par l'entreprise dans un fonctionnement en mode dégradé. Et je vous disais que cette réflexion va au-delà de la traditionnelle évaluation des risques professionnels parce que dans le cadre du PCA et du PRA, l'employeur est obligé, le salarié est pris dans sa vie dans la totalité, vie professionnelle, mais également vie familiale, les moyens de transport, la restauration, le contact, la relation avec la clientèle et même l'anxiété qui est générée par le risque, particulièrement dans le cadre du Covid. Et dans cette réflexion, l'employeur a intérêt à s'appuyer sur l'expérience des membres du CSE. Ils connaissent beaucoup mieux les salariés dans leur vie extra-professionnelle et ça peut être une source d'information. Ils peuvent être source d'information et partage d'expérience pour pouvoir aller dans cette démarche d'élaboration du PCA, d'élaboration du PRA, mais dont l'objectif est surtout d'enrichir le document unique d'évaluation des risques. En conclusion, on va dire que le CSE doit être un acteur essentiel dans l'analyse des risques professionnels. Il doit le rester parce qu'il a une connaissance de la réalité des conditions de travail et son rôle ne doit pas être purement formel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de solliciter le CSE rien qu'au moment de la consultation. Je crois qu'il doit être associé à la démarche bien en amont et pas seulement au moment de la consultation. Donc, il y a aussi les propositions que le CSE a l'occasion de formuler
pour améliorer les conditions de travail, soit à l'occasion des réunions de séance. Donc, tous ces éléments peuvent venir enrichir le document unique d'évaluation des risques. Le CSE peut demander également la révision du document à n'importe quel moment et il peut proposer des mesures supplémentaires en fonction du résultat des enquêtes et des inspections. Voilà, et on pense aussi que même si aucun document ne prévoit la consultation lors de la mise à jour du DUER, il doit être consulté également à ce moment-là. Voilà, ben écoutez, je pense vous avoir rapidement brossé un tableau de la relation entre le CSE et le document unique d'évaluation des risques. Je vous remercie et on attend vos questions. Alors, merci Madame Martin-Vallée pour votre intervention sur cet aspect de dialogue social et notamment le rôle du CSE dans l'actualisation, la mise à jour, l'évaluation du risque Covid. Donc, après ces deux interventions qui ont permis de brosser, d'évoquer le contexte en lien avec la mise à jour du document unique, nous allons vous laisser la parole. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de lever la main. Je vais prendre 3 à 4 noms et vous laisser la parole pour poser vos questions. Alors, je vois Monsieur Doubel. Je vais noter en même temps. Monsieur Gérard, c'est ça? Oui, je mets mon micro. Gérard Nizas, psychologue du travail, IRP à l'URAS. Oui. Qui d'autre souhaiterait intervenir? Monsieur Doubel, Monsieur Nizas. Docteur Jahan, voilà, je vais noter et on va, voilà, vous allez pouvoir intervenir. Donc, dans l'ordre, donc Monsieur Doubel. Donc, Monsieur Doubel, alors ce que je vous propose, c'est que les 3 intervenants posent leurs questions. Donc, dans l'ordre, hein, Monsieur Doubel, Monsieur Mizas et le docteur Jahan, et que vous puissiez poser vos questions aux intervenants, pour qu'ils puissent y répondre et vous apporter des éclairages. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Monsieur Doubel Jean-Pierre, responsable syndical CFDT. Je me permets d'intervenir de Madame Marvin et de Monsieur Marimoto, tout en sachant qu'ils ont exposé 2 dossiers différents. Le souci que je peux rencontrer avec les différentes entreprises de ce document, comment on peut apporter cette information pour les chefs d'entreprise justement pour mettre en place le rôle déjà, est-ce que les entreprises ont ces informations et comment les obliger à les mettre en place? Voilà ma question. Monsieur, alors est-ce que Monsieur Marimoutou et Madame Martin-Vallée, Monsieur Marville, vous souhaitez répondre ou est-ce qu'on passe à la question de Monsieur Mizas et du docteur Jahan? Je laisse la main à Madame Martin-Vallée sur ce point-là. Votre micro, Madame Martin-Vallée. Je reformule la question. Est-ce que vous avez voulu vraiment nous poser la question de savoir comment on peut obliger l'employeur à mettre le document unique d'évaluation des risques, c'est ça? Oui, absolument. C'est justement parce qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont pressées pour ouvrir, mais visiblement, il y a des choses qui ne sont pas respectées dans les différentes entreprises. Et donc, comment les contrôler justement pour savoir s'ils ont mis? Parce que le plus souvent, les représentants du CSE peuvent dire quelque chose, mais comment que ces représentants puissent avoir le document justement pour exiger qu'ils puissent mettre en place? Mais le document doit être tenu à la disposition des représentants du personnel. Donc, l'employeur peut, à la demande du représentant du personnel, communiquer ce document. D'ailleurs, il serait préférable que l'employeur lui donne aux représentants du personnel
les modalités de consultation du document unique. Si le CSE est un acteur dans la prévention du risque, s'il doit promouvoir la prévention dans l'entreprise, il est tout à fait normal que le CSE les membres du CSE puissent avoir accès aux documents d'évaluation des risques. Et dans le cadre du COVID, si vous avez des entreprises, si vous avez connaissance d'entreprises qui ont repris leur activité, alors que les mesures ne seraient pas suffisantes, il serait bon de rentrer en contact avec nous. Je laisse M. Marville compléter un peu la réponse. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui, on vous entend. Allez-y, M. Marville. Je poursuis en disant simplement que d'une part, ce qu'il faut comprendre, c'est que le document est rendu obligatoire depuis 2001. Donc, c'est une obligation pour l'employeur que de le mettre en place. Maintenant, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de sa mise à jour, puisque la mise à jour est annuelle, voire un peu plus courte en fonction des risques qu'on peut avoir comme celui-là. La réalité, c'est que si le document est obligatoire, si on tient compte du fait que les IRP, enfin que vous êtes, peuvent demander tout document finalement qui pourrait concourir à ce que les obligations qu'ils ont en tant qu'IRP, donc les conditions de travail, etc., le respect, à ce que ces conditions-là soient respectées. Donc la mise à disposition dès lors du document unique devient une possibilité pour vous et même une contrainte au niveau de l'employeur. N'oubliez pas que Mme Martin-Vallée a aussi dit et expliqué très largement l'intérêt qu'il y a pour l'employeur que de faire anticiper les instances à cette mise à jour-là. Donc, il serait un petit peu surprenant que l'employeur finalement ne vous laisse pas entrer dans ce chemin-là, puisqu'il n'a pas la maîtrise de l'ensemble des risques et les salariés sont bien plus finalement à même de lui apporter des informations dont il ne disposerait pas dans la pratique. Et un peu pour confirmer les propos de M. Marville et de Mme Ousine Martin-Vallée, il faut savoir que l'élaboration du plan de continuité de l'activité et plus récemment des plans de reprise d'activité doivent être discutés en CSE. Donc forcément, les membres du CSE ont un avis à donner sur ce plan de reprise d'activité. Et à ce moment-là, effectivement, si des mesures complémentaires doivent être prises sur les conseils des membres du CSE, l'employeur est obligé de les prendre. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses, vos éclairages. Monsieur Nizas, vous souhaitez poser une question ou intervenir? Oui, voilà, donc je me présente, Gérard Nizas, psychologue du travail et IRP, donc à l'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de la Martinique. J'ai 3 questions en fait. La première question, c'est est-ce qu'on pourrait bénéficier des supports diapos qui ont été exposés dans le cadre de ce webmast? Première question, est-ce que ce serait possible, tant de la part du diapo de Mme Martin-Vallée que de M. Marimoto? La deuxième question, c'est que, est-ce qu'on pourrait avoir le contact également, puisque manifestement les entreprises qui n'ont pas été en mesure, qui ne peuvent pas, par coupable négligence ou par mauvaise volonté, mettre en place le document unique d'évaluation des risques ou consulter les IRP, est-ce qu'on peut avoir le contact direct, l'adresse des personnes, donc ressources référentes à ce sujet, où on puisse leur faire envoyer, puisque vous avez dit que si ce n'était pas le cas, qu'il fallait absolument le signaler, donc afin que ce soit signalé dans les plus brefs délais, parce que il y a le cas d'entreprises, puisque je représente quelque chose, qui sont exactement dans ce cas-là, qui ont besoin d'être aidés, éclairés, voire un petit peu sous forme de coercition peut-être. Et la troisième question rejoint la question de M. Doubel. Alors, il s'agit, l'obligation, c'est compliqué. Alors, je vais essayer de faire bref.
Nous sommes passés par une phase de confinement où je suis moi-même habitant du bord de mer, où je n'ai jamais vu autant de gendarmes à pied, à un hélicoptère, à moto pour empêcher aux personnes qui habitent dans les 50 pages géométriques à 20 mètres de la mer de se rendre à la mer, alors qu'il n'y avait pas de risque de contamination. Et que là, quand on parle du document unique ou des IRP, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de mesures qui soient mises en place pour effectivement réaliser le contrôle. Alors, il y a des entreprises. Si je suis chef d'entreprise aujourd'hui, ce ne sera pas forcément ma priorité aujourd'hui. Ma priorité sera de renouveler, reprendre contact avec mes clients, avec le contact, j'allais dire, de rentabilité. Ce n'est pas la première priorité de mettre en place le document unique d'évaluation des risques. Nous le savons. Donc, comment faire pour que les entreprises, je rejoins la question de M. Doubel, est-ce qu'il y a des moyens vraiment assez rapides, assez efficaces pour que ces entreprises puissent se mettre à jour dans les plus brefs délais? Voilà, je pense que j'ai résumé mes 3 questions. Merci. Oui, rapidement, parce que je dois partir à 15h15 et je vois que le temps passe. Donc, mon collègue qui va rester, M. Marville, prendra le relais sur la question de savoir s'il y a des personnes ressources pour recevoir les plaintes concernant les entreprises qui seraient en situation d'infraction. Vous connaissez les agents de contrôle de la JET. Vous connaissez les mails, vous avez aussi l'unité de contrôle a également un mail. Donc, oui, il y a des personnes, vous pouvez vous rapprocher des agents de contrôle ou alors de nous faire un mail en signalant telle ou telle entreprise de manière à ce qu'un contrôle soit diligenté. Donc, ça, ce n'est un secret pour personne, même si on peut comprendre que les chefs d'entreprise, c'est une priorité qui est tout à fait légitime, comme priorité de faire redémarrer des entreprises, de poursuivre l'activité, de maintenir la productivité et la vie économique. Il est également comme une priorité, et les deux sont sur le même plan, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une priorité également de maintenir la santé des salariés. Donc, on ne peut pas jouer comme ça avec la santé des salariés. Il faut absolument nous faire des signalements. Oui, alors pour compléter les propos de Mme Martin-Vallée, il faut savoir qu'au-delà de l'aspect, je dirais, coercitif, etc., j'ai envie quand même de dédramatiser le tableau quand même, hein. Pour avoir mes collègues et moi accompagné les entreprises sur leur PCA et PRA, je pense que les entreprises qui n'ont pas mis à jour leur document unique, qui n'ont même pas peut-être fait élaborer leur PRA ou PCA, sont très très peu nombreuses, hein. Sur la moyenne d'entreprises, sur les interventions que nous faisons, ne serait-ce qu'en visioconférence, pour les actions qui étaient menées par la DIECT et la RAC sur les aspects de communication, parce que dans ces tables rondes, il y avait aussi des représentants syndicaux. J'ai envie de dire qu'un bon nombre d'entreprises sont au courant de ces prérogatives-là. Et derrière, nous, au niveau du service de prévention plus particulièrement, nous avons une ligne budgétaire qui nous permet de financer, d'aider l'entreprise à mettre à jour son document unique, déjà à élaborer son document unique, et quand il existe, arriver soit à élaborer les plans de prévention avec elle, en les aidant financièrement, soit les fiches de poste liées au Covid, en les aidant financièrement. Donc, il y a tout un dispositif, au-delà de l'aspect coercitif, il y a tout un dispositif d'accompagnement des entreprises financièrement pour aider les entreprises à mettre en œuvre ces mesures-là. Très bien. Malheureusement, je suis obligée de vous laisser. Je vous laisse avec M. Marville. Ok, très bien. Merci encore, Madame Martin-Vallée. Merci. Alors, il y a le docteur Jahan qui souhaitait aussi intervenir, et j'ai vu aussi que M. Menhir a levé la main pour intervenir. Donc, on va laisser le docteur Jahan intervenir. Je note aussi M. Clémoux
et Monsieur Doubel. Docteur Jahan, si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour à tous. Oui, je voulais juste rebondir de façon importante sur ce qui a pu être dit là par M. Marimoutou, par Roselyne Martin-Vallée. C'est vrai que la mise en, le fait que de faire intervenir les IRP, ou de les associer à la mise à jour du document unique me semble indispensable, parce que ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent bien les conditions dans lesquelles les gens interviennent directement dans l'entreprise. Et à partir du moment, il me semble, que ce document-là va être validé par les IRP, ils seront les premiers, à mon avis, à pouvoir transmettre l'information, et ça sera sûrement mieux accepté par les salariés à partir du moment où il y aura ce relais des IRP qui permettra de faire passer les messages qui auront été mis en place pour le respect des règles sanitaires, etc. Ça me semble très important, et rien que pour ça. Alors, c'est vrai qu'en plus, durant toute cette période de confinement, et après, c'est vrai que tous les groupes de travail qu'il y a pu avoir, durant tous ces groupes-là, on a parlé du document unique. Donc, dire que les gens ne sont pas au courant que c'était à mettre à jour, je pense que ça me paraît difficile à concevoir. Par contre, il y a une petite question que je voudrais, quelque chose que je voudrais dire à propos de ce qu'a dit M. Marimoutou, parce qu'il a dit que c'était une obligation pour les salariés de transmettre l'information comme quoi ils étaient porteurs du virus à leur employeur. Alors, je ne suis pas certaine que ça soit écrit quelque part, qu'ils soient dans l'obligation de le faire, même sous le sceau du secret médical qui n'existe plus, puisqu'à partir du moment où ce sont eux qui transmettent l'information, il n'y a plus de secret médical. Par contre, justement, c'est aussi tout l'intérêt d'impliquer les IRP, c'est justement et de faire passer le message aux salariés et de les informer, de les former correctement, c'est de leur expliquer tout l'intérêt qu'il peut y avoir à informer si éventuellement ils sont porteurs du virus ou ils sont en contact, pour que des précautions soient prises, pas pour les exclure de l'entreprise, mais pour que des précautions supplémentaires soient prises éventuellement. Voilà. Mais la loi les oblige à le dire, je ne crois pas. Alors, à moins que j'ai raté cette information-là. Très bien. Donc, monsieur… Si M. Marimoutou ou Jean-Marc Marville peuvent dire quelque chose là-dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout certaine sur l'obligation. Par contre, ça me semble important qu'ils le fassent. On est d'accord. Dans le cadre du plan de reprise d'activité, notamment sur le chantier du bâtiment, parce que vous avez les fiches de l'OPP BTP qui le disent, et le plan de reprise d'activité pour les entreprises hors BTP, il y a un questionnaire qui est remis par le salarié sur lequel il répond est-ce qu'il a eu de la fièvre la veille ou pas, etc. Un certain nombre de questions. Effectivement, je suis d'accord avec vous que ça relève du secret médical, mais dans le cadre de la prévention, il est demandé dans les procédures que les salariés, la prise de température n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le chef d'entreprise n'a pas imposé un salarié la prise de température. D'accord? Ça, c'est un fait. Et je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, dans le cadre de la mise en place de mesures préventives, lorsqu'on se trouve en face de quelqu'un qui est positif au Covid, il a l'obligation dans le sens de manière à ce que l'entreprise puisse prendre des mesures. Maintenant, le chef d'entreprise n'a pas à divulguer cette information, mais il a à mettre en place des dispositions. C'est dans ce cadre-là, et je peux vous envoyer le questionnaire aussi. Le questionnaire est très précis. Avez-vous fréquenté des personnes positives au Covid? Avez-vous eu de la température hier soir, etc. Donc, il y a toute une checklist, effectivement,
hein, qui est demandé. Le chef d'entreprise, dans le cas du secret, ne doit pas ni archiver ces documents, ni les utiliser à l'encontre du salarié. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce sont les éléments qui sont demandés, hein, dans les procédures liées au plan de déconfinement. J'étais en train de chercher le texte justement, mais Madame Yala, je vous ai communiqué les prescriptions du ministère que vous pouvez envoyer à nos interlocuteurs. D'accord, très bien. Non, mais oui, Monsieur Marimoto, je connais bien ce questionnaire, mais d'abord, c'est un questionnaire qui est uniquement déclaratif, donc les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ah, bien sûr, bien ça sûr. n'a aucune bien valeur sûr. légale et aucune valeur réglementaire. Donc, il n'y a pas d'obligation et je ne pense pas que quelqu'un qui refuse, ça pour en avoir discuté avec mes confrères en métropole et avoir discuté à partir du moment où quelqu'un refuserait de remplir ce questionnaire, je ne pense pas que l'employeur puisse empêcher une personne de rentrer sur un site à partir du moment où il refuse de remplir ce questionnaire. Ça n'a rien de légal. Enfin, après, je ne pense pas. Cette question s'est sûrement posée. Bon, je n'ai pas de jurisprudence là-dessus. En ce qui nous concerne, nous appuyons, hein, et nous demandons aux entreprises de s'appuyer sur ces directives gouvernementales. Maintenant, aujourd'hui, lorsque, par exemple, sur un chantier du bâtiment, le coordonnateur santé-sécurité va demander aux entreprises, dans le cadre de leur PPSPS, de faire remplir ces fiches-là, effectivement, ça peut se discuter. Maintenant, ce n'est pas M. Marimoto qui fait la loi, qui met ces prescriptions-là en place. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, qui relève du secret médical. Maintenant, les préconisations gouvernementales le disent. Donc, forcément, je suis obligé de vous en faire part. Vous faire part de la prise de température, effectivement, comme un test lié à l'alcool, etc., le salarié ne doit pas s'y soumettre. Et bien sûr, ces dispositions sont discutées avec les représentants du personnel. L'employeur ne va pas prendre ces dispositions-là sans que les représentants du personnel encadrent aussi la mise en place de ces dispositions. D'accord. Alors, vu l'heure déjà avancée, il est 15h25, je vous propose qu'on prenne les deux questions de M. Menhir et de M. Clémous. M. Menhir, allez-y. Votre micro. Oui. Alors, Bernard Menhir, conseiller en prévention des risques professionnels. Donc, j'ai pris en cours, excusez-moi si jamais vous avez l'impression que c'est un peu redondant ou répétitif. Ce que je dirais, j'ai des interrogations très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, qui sont aussi un peu des réflexions. C'est vrai que tout l'aspect sanitaire, tout est nouveau. Donc, c'est difficile de mettre en place des procédures et c'est pour ça que chez nous, par exemple, en collectivité, on s'appuie beaucoup sur les directives du gouvernement. C'est ce qui fait foi, on va dire. Après, au niveau de la présentation et de la mise en œuvre, c'est une démarche qui doit se faire avec les représentants du personnel. Parce ce sont les opérateurs, ils représentent les opérateurs et ce sont les mieux à même et les plus rapides à transmettre une information. Donc, ça veut dire qu'on suppose qu'il y a déjà un document unique qui est à mettre à jour. Il faudra trouver un support. Il faudra identifier des personnes. Ça pourrait être les représentants du personnel ou des acteurs comme je le suis au sein de la collectivité, donc de l'organisation, qui ont l'habitude d'aller sur le terrain, donc qui peuvent réagir, très rapidement réagir pour relever des éléments par rapport, dans un premier temps, c'était le cas du PCA, et puis surtout par rapport au PRA, parce qu'il y a des organisations qui sont prescrites dans des services, dans des directions, etc., avec des effectifs, et également, pendant que le médecin en parlait, je ne sais pas si on en a parlé, des salariés, également des opérateurs qui sont dits à risque, parce que ça aussi, ça influence fortement la reprise d'activité. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une fois de plus, ce qui se passe malheureusement, c'est l'occasion de reparler des relations dans les entreprises, privées ou publiques, de partager des informations, la mise en œuvre d'éléments qui permettent d'améliorer les conditions de travail. Ça révèle encore une fois l'importance du document unique, évaluation des risques professionnels. J'ai juste une petite question, Madame Calvéac, Madame Ayala, pardon. Est-ce qu'il y a eu une discussion sur les supports
pour la mise à jour? Parce que ça fait l'objet de discussion, parce que tout est dématérialisé maintenant. Est-ce qu'il faut utiliser une annexe, etc. Est-ce qu'il faut refaire le document? Merci. Alors, je vais laisser Monsieur Marimoutou répondre à ça sur la mise à jour et notamment les formats du document unique. Alors, concrètement, il ne s'agit pas dans le document de reprendre stricto sensu le plan de déconfinement. Simplement, si vous intégrez le risque biologique ou risque COVID-19 dans le document, les mesures de prévention peuvent être citées dans une annexe du document unique, peuvent être citées au sein du règlement intérieur, dans une annexe du règlement intérieur, peuvent être citées au niveau des fiches de poste intégrant la sécurité. Donc, il ne s'agit pas de reprendre, parce qu'un plan de reprise d'activité ou de continuité d'activité, c'est quand même quelque chose qui est relativement important, qui limite minimum doit faire 3-4 pages, et remettre tout ça dans le document unique. Il est plus judicieux, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'insérer sur la base d'une annexe, c'est-à-dire faire rappel à une annexe liée aux mesures liées au Covid. Voilà. Alors, pour revenir, parce que j'ai eu le temps de regarder un peu le plan de déconfinement par rapport à la discussion que nous avions avec le médecin, effectivement, il s'agit dans le protocole, de la partie 6, du protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, il est dit qu'il revient à l'entreprise, le cas échéant avec le médecin du travail, de rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à entrer chez eux et contacter le médecin traitant. Elle élabore des matrices de contact et leurs qualifications, etc. Et derrière, en présence d'une personne symptomatique, l'isolement de la personne, la protection, la recherche de signes de gravité, etc. Et en l'absence de signes de gravité, c'est contacter directement le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. Donc, je m'appuie, comme je vous ai dit, sur le protocole de déconfinement du gouvernement. Donc, forcément, il doit y avoir une information du salarié à son employeur dans des conditions bien définies pour que l'employeur puisse mettre en place cette procédure ad hoc en place. Maintenant, effectivement, on peut discuter effectivement, est-ce que le salarié a le droit, n'a pas le droit, etc. Tout ça, ça doit être encadré justement avec l'avis des représentants du personnel. Donc, c'est la précision que je voulais donner parce que, effectivement, docteur, les questions se sont posées au sein des CSE sur les modalités, justement, de mise en place de ces procédures et puis du respect de la personne. Je n'en disconviens pas. Maintenant, c'est un document émanant du gouvernement et les entreprises se basent sur ce document qui est en fait le mode d'emploi premier pour pouvoir mettre à jour le document unique dans ce cadre-là. Merci, Monsieur Marimoutou. Monsieur Clémous voulait poser une question. Monsieur Clémous. Et Madame Pélestin aussi, c'est ça? Non, d'accord, excusez-moi. Comme j'ai vu que vous avez levé la main. Monsieur Clémous, votre micro. Ça y est, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour à toutes et à tous. Je suis José Clémous, je suis chef d'entreprise et je suis vice-président à la CPME. Donc là, je vais intervenir plutôt en tant que chef d'entreprise. Je vais parler au nom des TPE parce que je pense que la prévention dans les TPE reste une priorité. Parce que nous savons tous que la santé des salariés est directement liée à la productivité. Donc, on ne lésine pas là-dessus, on est très vigilant. Et pour mettre en place les mesures barrières dans les TPE, il y a une très grande complexité
parce qu'il y a autant de secteurs d'activité qu'il y a de protocoles pour la mise en œuvre des mesures barrières. Je prends un cas concret, je ne vais pas être très long parce que je ne vais pas non plus mobiliser la parole. Je prends un cas concret. Je suis dans un secteur qui est la blanchisserie, le pressing et la blanchisserie. Je crois qu'il y a autant de dispositifs à mettre en place dans les entreprises que de pressing et de blanchisserie. Pourquoi? Parce que c'est forcément lié à des particularités propres à chaque entreprise. Il y a tout d'abord la superficie de l'entreprise. Ça, c'est important. Il y a la réception, comment est positionnée la réception. Il y a le positionnement des machines par rapport à la circulation des salariés dans l'entreprise. Donc, c'est complexe et je crois que les chefs d'entreprise sont au cœur du système parce qu'ils font de la proximité avec les salariés, donc ils sont aussi bien concernés que les salariés. Et bon nombre de chefs d'entreprise mettre en place des mesures, mais dans l'ingéniosité, dans la créativité, ils mettent en place des mesures, et j'en connais beaucoup qui non seulement ont mis du plexi, non seulement ont mis un sens de circulation dans l'entreprise, mais à côté de ça, spécifiquement avec l'ensemble du personnel, ensemble, ils ont mis en place des protocoles et je crois que pour avoir une efficacité à ce niveau-là, je crois qu'il faut un retour d'expérience par secteur d'activité. Je crois que on avancerait beaucoup à faire ça. Le chef d'entreprise qui a mis, par exemple, un protocole spécifique dans son entreprise, il dépend d'une branche d'activité, donc ça serait intéressant qu'il en parle, qu'il fasse un retour d'expérience. Et je pense que tout le monde aurait à profiter de ce retour d'expérience-là pour adapter, peut-être trouver des voies et des moyens pour mettre en place ce protocole-là. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire. Et puis, je crois qu'il ne faut pas négliger les TPE parce que les TPE représentent 90% du secteur économique en Martinique. Donc, beaucoup d'entreprises sont des TPE, donc ils n'ont pas de CSE, mais il ne faut pas qu'ils sortent non plus du champ d'application du document unique. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci à vous, M. Clémous. M. Marville, Non, juste pour ajouter. M. Marimoutou. Juste pour ajouter par rapport à ce que dit M. Clémous, vous allez sur le site de la CGSS de Martinique, à la rubrique prévention, vous aurez tous les contacts possibles pour vous aider dans la démarche. C'est vrai qu'en 45 minutes, en 1 heure de temps, on ne peut pas, et je comprends l'insatisfaction de certains des interlocuteurs, mais c'est un sujet vaste et on ne pourrait pas voir tous les aspects en 1 heure de temps. Vous pouvez prendre contact avec la CGSS de Martinique, le service prévention. Là, on aide les TPE justement sur le plan du conseil lié au Covid, mais aussi financièrement. Il faut savoir que la Caisse nationale, nous avons une aide spécifique pour les entreprises liées au Covid, que ce soit sur les mesures barrières, la mise en place des écrans, l'acquisition des protections individuelles, masques, gants, gel hydroalcoolique, etc., dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. Donc, il faut aussi, on vous donne l'information, vous ne l'avez pas, mais rapprochez-vous de nous. Non seulement il y a l'aspect du conseil, mais aussi l'aspect d'aide financière pour la mise en place des mesures qui, pour une TPE, coûtent relativement cher. Oui, effectivement, vous m'entendez là? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, effectivement, l'information que porte M. Marimoutou, c'est vrai que je sais qu'il est très actif dans ce domaine. Hein, je sais qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble sur l'activité pressing en matière pour supprimer le perchloréthylène dans les pressings. Je sais qu'on a un travail très fructueux avec lui. Je sais qu'il est très à l'écoute. Et ce que je voudrais dire, effectivement, je veux me rapprocher de lui pour lui parler un peu de la complexité des pressings, parce que c'est surtout cette activité. Pour les blanchisseries, ce sont peut-être de plus grosses structures, donc ils ont peut-être un CSE, mais dans l'activité pressing, c'est vrai qu'il y a une complexité, et malheureusement, je crois qu'il faut qu'on accompagne d'autres collègues à se mettre en place, dans les normes, hein, pour respecter un peu
ce protocole. D'accord, très bien. Monsieur Marville, vous souhaitez intervenir? On vous entend très bas. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro ou... On m'entend mieux là? On m'entend mieux là? On vous entend, oui. Donc, je disais que, enfin, ce qu'il faut bien comprendre du document unique d'évaluation, et c'est sa philosophie d'abord qu'il faut comprendre. Oh, Jean-Marc, on n'entend pas bien. Ah, je peux faire mieux. Tu m'entends, Annie? Non? Vous m'entendez là? Très mal, mais c'est peut-être l'âge. Ce que je voulais dire surtout, c'est que là, vous m'entendez mieux parce que j'essaie de me rapprocher, mais bon, je ne vois pas trop. Ça va mieux. C'est mieux, c'est mieux. Allez-y, allez-y. Ce que je dois dire surtout, c'est que notamment sur les TPE, parce que c'est l'inquiétude de M. Clément, c'est qu'il faut comprendre surtout la philosophie du document unique finalement. Il est inscrit dans un cadre crié qu'il doit être mis en place dès le premier salarié. Donc, ça veut tout dire en quelque part. Ça, c'est la première chose. Ça signifie que même en l'absence d'instance, puisque le CSE se met en place à partir de 11 salariés, etc. Donc, ça veut dire que dès le premier salarié, ce qui signifie que les TPE sont largement concernés. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le document unique d'évaluation des risques n'a pas de cadre fixé pour ce qui concerne son organisation matérielle, puisqu'il n'y a pas c'est un document qui, le format papier, etc., la loi n'impose pas de format à la rédaction du document. Ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est que la mise en place, l'élaboration et surtout le suivi de ce document doivent répondre à une volonté de l'entreprise d'évaluer, de mettre en face les process et procédures qui vont permettre de réduire, voire supprimer un risque. Et comment est-ce qu'on y arrive? En avançant par unité. Monsieur Clément, unité de travail, je veux dire. Monsieur Clément a dit quelque chose, c'est qu'effectivement, à chaque pressing, on pourrait faire finalement, il y a des spécificités. Oui, c'est là l'intérêt du document, c'est qu'il ne peut pas être un document généraliste au point où il s'adapterait à toutes les problématiques de toutes les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle l'idée qui serait de dire que l'employeur confie le document à un organe extérieur est une erreur. C'est une erreur de mon point de vue parce que justement, si l'employeur ne s'approprie pas la démarche d'évaluation des risques, si l'entreprise n'intègre pas ses salariés dans cette démarche, eh bien, à mon sens, il a loupé l'essentiel. Parce que qui mieux que lui, qui mieux que les salariés peuvent dire ce qui existe dans l'entreprise en termes de risques, d'autant que ces risques sont amenés à évoluer. Maintenant, sur la pandémie COVID, on est sur quelque chose de différent en termes de contours, puisque les textes du 41-21-1 du Code du travail et ses déclinaisons vont parler d'évaluation de risques professionnels. Sur le COVID, nous sommes sur une démarche de pandémie, donc ça n'est pas un risque qui juridiquement est professionnel. Ce sont les conséquences qui, dans l'entreprise, vont entraîner une dégradation de l'organisation. Et on l'a vu parce qu'on a été confiné, etc. Ce sont les conséquences, finalement, qui vont faire entrer ce risque-là dans l'évaluation et dans la professionnalisation, si on peut parler de cette manière-là. Donc, tout ça pour dire que les TPE ne doivent en aucun cas se sentir lésés ni éloignés au motif qu'ils n'ont pas d'instance CSE, etc., pour répondre à la problématique de risque. Parce que leur obligation, de toute façon, existe dès lors qu'il y a un salarié. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière intervention. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très, très intéressant. On pourrait y passer des heures et des heures. Il est 15h41. Donc, Monsieur Doubel, vous souhaitez intervenir de nouveau. Donc, je vous propose d'être plutôt concis pour qu'on puisse essayer de terminer dans quelques instants. Merci. Votre micro, on ne vous entend pas.
Oui, je disais que pour ma part, je serai très concis, puisque comme je sais que j'ai une autre visioconférence à 16 heures, c'est pour cette raison que je serai très concis. Je voulais intervenir concernant, parce qu'il y a monsieur, comment ça s'appelle encore, qui a posé, il a posé 3 questions. Mais dans les 3 questions, on ne lui a pas répondu sur les 2 questions, c'est-à-dire concernant le document et puis concernant les contrôles dans les entreprises. Parce que c'est vrai, effectivement, nous avons un souci de contrôle dans les... je parle pour moi, je suis dans le tourisme, je suis dans l'hôtellerie et la restauration. Aujourd'hui, il y a certains restaurants qui n'appliquent pas comment faire et comment contrôler ces personnes-là, justement. Et c'est mon souci premier, justement, comment on peut contrôler les restaurateurs, comment on peut faire les restaurateurs appliquer, parce qu'aujourd'hui, rien n'est appliqué. Je vais pour exemple, aujourd'hui, un salarié qui a refusé de travailler dans de mauvaises conditions, ce salarié-là qui travaille dans la restauration, on lui a fait une lettre de licenciement. Voilà, je m'arrête sur ça. Alors, j'ai posé la question, comment faire, comment contrôler et comment exiger. Et puis, deuxième chose, comment on peut avoir les PowerPoint, les 2 PowerPoint, c'est-à-dire les 2 intervenants. Monsieur Marimoutou et Madame, comment ça s'appelle encore? Madame Marville, ou je ne sais pas trop exactement. Martin Vallée, Madame Martin Vallée. Voilà, Martin Vallée. Voilà, merci. Alors, juste, je vais répondre. Alors, si les intervenants sont d'accord, les PowerPoint pourront être transférés par le biais de la RAT. Voilà. Mais après, je laisse M. Marimoutou et M. Marville répondre quant à la diffusion de leur support. Et à la deuxième question de Monsieur Doubel et M. Nizas sur l'aspect contrôle des entreprises. Donc, je réponds sur l'aspect contrôle des entreprises. Et, allô? Oui, on vous entend. Allez-y, M. Marville. Sur la question relative à la diffusion des documents, donc Mme Martin Vallée vous répondra demain de toutes les façons. Hein. Je crois qu'elle avait été d'accord sur ce point-là, donc il n'y a pas de difficulté sur ce point. Maintenant, sur la question relative au contrôle, la réponse a aussi été apportée. Comment dirais-je ça? Allô? On vous entend, on vous entend. On vous entend. On vous entend, allez-y, M. Marville, on vous entend. Sur la question du contrôle, la réponse a été donnée, c'est-à-dire que les agents de contrôle, en tout cas, vous avez, la Martinique est sectorisée, donc il y a des agents de contrôle qui viennent à contrôler les secteurs, les lieux, en fait, finalement, des entreprises en fonction des secteurs, de la géographie de la Martinique, donc des différentes communes. Aux salariés de venir à l'unité de contrôle de la DIRCT de Martinique pour alerter justement sur les problématiques qu'ils rencontrent. Ensuite, les agents feront le reste. La question du contrôle a été... c'est à ce niveau-là qu'on peut intervenir, parce qu'on ne peut pas non plus, en tant qu'agent de contrôle, savoir où ça dysfonctionne de manière précise. OK. Il faut venir. Hein? OK. De même, je vais dans le même sens que M. Marville. Hein. On ne peut pas être partout. Et c'est vrai que nous sommes un des services de la Caisse générale pour lequel il y a des lignes directes. Hein. Donc, nous sommes sectorisés aussi par activité. M. Doubel connaît le contrôleur qui s'occupe de l'activité restauration. Donc, il peut donner son numéro de téléphone puisqu'il est souvent en contact avec lui, n'est-ce pas, et ils travaillent beaucoup ensemble. Et concernant les documents, le PowerPoint, effectivement, Madame Niala vous pourra communiquer mon PowerPoint, bien sûr, après l'avoir mis en PDF, et puis vous communiquez aussi le plan de déconfinement que je lui ai envoyé pendant l'intervention par mail. D'accord, très bien. Je vais regarder tout ça et les documents seront disponibles sur le site internet ou diffusés aux participants. Voilà, on fera le relais des documents, des présentations. Voilà.
Alors, 15h47, je vous propose qu'on clôture la visioconférence. Donc, merci à tous hein, pour la qualité des échanges, pour vos interventions, pour vos différentes interventions, pour la qualité des échanges. Donc, en espérant vous avoir permis à la fois pour les entreprises, les salariés, les représentants du personnel, les chefs d'entreprise, vous avoir permis d'exprimer à la fois vos questionnements, vos doutes, vos interrogations, mais aussi vos espoirs, hein, parce que bon, ben, il y a aussi du positif. Donc, petit rappel de la SQVT. Donc, pour les actions déjà diffusées sur le site internet semaine-qvt.anact.fr. Une information supplémentaire quant à la mise en place d'un dispositif d'accompagnement d'entreprise donc, qui s'appelle Objectif Reprise. Donc, c'est un accompagnement aux entreprises en vue de reprendre leur activité post-confinement. Donc, vous trouverez plus de renseignements sur notre site internet martinique.arat.fr. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour être constamment informé de nos actualités. Voilà, donc merci encore à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci bien. Allez, au revoir à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.